Les femmes en âge de procréer perdent en moyenne 70 millilitres de sang chaque mois. Et ce rituel s'appelle le cycle menstruel. Vous voudriez savoir quelles seront les dates de vos prochaines règles ou comment est-ce que cela se manifestera? Nous vous disons tous sur le cycle menstruel, ce processus complexe, axé et surtout contrôlé par les hormones. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous parlons du cycle menstruel. Et qui de mieux placé que le docteur Abalo pour nous en parler? Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu. Merci. Un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Un vrai plaisir. Le plaisir est partagé. Hein? Oui. Je sais. Alors ce soir, docteur, nous allons parler de cycle menstruel. D'habitude, on a tendance à croire que tout le monde maîtrise, mais force est de constater que ça nous tombe tout dru dessus. Et donc ce soir, nous voudrons qu'un professionnel nous en parle et que beaucoup d'entre nous en prennent de la graine. Exactement. Alors, avant tout propos, dites-nous, quels sont les organes génitaux féminins, internes comme externes? Bien. Puisque nous allons parler du cycle menstruel, je vais commencer par les internes. Les organes génitaux féminins internes. Bien, nous avons les ovaires, la trompe, l'utérus, et on descend dans le vagin, et maintenant on sort l'hymen, petite lèvre, grande lèvre, qui va former la vulve. Et autres. Donc, en gros, voilà ramasser rapidement. Les organes génitaux. D'accord. Et qu'est-ce qu'un cycle menstruel? Un cycle menstruel, c'est un ensemble de changements, en fait, hormonaux, ovariens, qui survient de façon cyclique. D'accord. Donc, de la puberté jusqu'à la ménopause, et qui est régi par les hormones. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le cycle menstruel est orchestré surtout par les hormones. Il y a un as depuis le cerveau qui va envoyer des signaux pour dire aux ovaires que il est temps d'agir. Et cela se fait de façon rigoureusement cyclique. Genre c'est ponctuel. Il n'y a pas de décalage entre les signaux. Ça se fait de façon cyclique. Voilà pourquoi le cycle mensuel, vraiment c'est un cycle. Et c'est carrément un cycle. Voilà, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Un éternel recommencement jusqu'à la ménopause. À la ménopause. De la puberté à la ménopause. Si tout se passe bien. Ok, donc s'il n'y a pas de problème, ça c'est pour les gens normaux, c'est-à-dire les gens comme nous, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Et à quel moment interviennent les règles ou le cycle menstruel dans la vie d'une femme? Oui, comme je viens de le dire, on va commencer par parler du cycle menstruel à la puberté, quand la jeune fille, l'adolescente aura entre 10 ou 15 ans. Bien sûr, nous avons maintenant des pubertés précoces. Et elles sont très pressées. Voilà. 8-9 ans déjà, les règles commencent. Et en commençant la puberté, c'est jusqu'à la ménopause que cela va s'arrêter. Et c'est dans cette tranche d'âge, on est en âge de procréer. D'accord. En âge de procréer, c'est quand on a les premières règles, à partir des premières règles. Oui, déjà de la puberté à la ménopause, c'est qu'on est en mesure de procréer, puisque c'est l'un des buts du cycle menstruel. C'est de préparer en fait le corps de la femme à une éventuelle grossesse. Préparer le corps comme si une grossesse va venir. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que des petites filles de 8, 9, 10 ans se retrouvent à avoir les règles alors que physiquement, elles ne sont pas prêtes, leur corps ne sont pas prêts pour accueillir un bébé? Oui. En fait, quand je parle de la puberté, le début de la puberté même est assez complexe. C'est régi par plusieurs choses. Déjà, on a le facteur âge. On se dit, l'âge à laquelle l'enfant, la fille aura ses règles est intimement lié à l'âge, par exemple, à laquelle sa maman avait eu ses premières règles.
Ok. Donc, il y a ce facteur âge génétique qui joue. Qui joue. Il y a le facteur de l'environnement, de l'alimentation. Tout cela concorde à ce que certaines filles auront très tôt leur puberté et d'autres vont tarder un peu et d'autres vraiment tardives. Puisque, comme on vient de citer les organes génitaux internes et externes, tout cela doit être bien en place aussi pour que les règles viennent. D'accord. Voilà. Donc, si quelque part, il y a quelque chose qui cloche, une maladie, une prédisposition génétique qui fait que quelque chose manque, ça fera que la fille ne pourra pas peut-être avoir ses règles peut-être tôt. Voilà. Ça va tellement tarder, ça va dépasser même la moyenne qu'on dit 15 ans. Ça peut aller vers le 20, on se demande pourquoi. Et c'est là qu'on va intervenir pour chercher, bon, qu'est-ce qui se passe depuis lors, elle n'a pas eu ses règles. Donc, survenu tôt, oui, ça peut arriver et ça, comme ça peut arriver aussi très tard. D'accord. Et ma prochaine question, c'est quand les règles surviennent tôt, 8, 9 ans, est-ce à dire que la ménopause aussi sera plus tôt que prévu? En fait, déjà à la naissance, la fillette naît avec un capital d'ovocytes communément appelé ovule. Ok. D'ovocytes qui est bien connu, qui ne va pas changer, qui ne va pas augmenter. Ok. Et dès que la puberté va commencer, elle va commencer par en perdre, jusqu'à ce que, arrivé un moment, on se dit, quand le sac s'épuise, et c'est fini la ménopause. Ok. Donc, en commençant un peu tôt, on se dit, probablement que la ménopause va venir un peu tôt, mais au cours de la grossesse, par exemple, elle ne va pas ovuler, elle ne va pas perdre ses ovules. Donc il y a la grossesse, plusieurs grossesses par exemple chez une femme, fait que bon, le temps... peut aider à économiser les ovocytes. Voilà, ça on peut le dire ainsi. Ça fait que le temps que ça s'épuise s'allonge de quelques mois, de quelques années, voilà. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Et quelles sont les différentes phases du cycle menstruel? Bien. Les phases du cycle menstruel, comme je l'avais dit, un cycle menstruel, c'est carrément un cycle. Ça commence quelque part, ça termine, et la phase qui termine annonce en fait la phase qui va suivre. Et donc ça s'enchaîne chaque fois. Et il n'y a jamais de répit pour nous, pauvres de vous. Heureusement que tout est bien orchestré, les hormones savent ce qu'ils doivent faire et ça marche très bien. D'accord. Bien, en commençant, nous avons principalement 4 phases, si je peux le dire ainsi. La première phase, c'est les menstruations, comme on connaît les règles. D'accord. Donc, généralement, du 1er au 5e, au 7e jour, c'est possible, nous avons les menstruations. Et après les menstruations, nous aurons une phase qu'on va appeler la phase folliculaire. Et cette phase, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le moment où l'organisme, le corps, va essayer de recruter les ovocytes dont j'avais parlé. Il va recruter un certain nombre qui vont essayer de grandir, donc de porter à maturation. Et vers la fin, qu'un seul ovule puisse être libéré. Donc cette phase folliculaire là, c'est préparer en fait l'organisme à pouvoir avoir vers l'ovulation un ovule qui sera fonctionnel, qui sera libéré pour être fécond. Donc depuis les règles, ça commence déjà le recrutement, la maturation et tous les ovocytes, on peut recruter un certain nombre, vont essayer de leur maturation jusqu'à ce que un ne prenne le dessus et l'élu. Voilà, l'élu. Voilà, exactement. Je crois que c'est aussi le mot. Et après cette phase folliculaire, on aura la libération de cet ovule-là, cet ovule, qui fera l'ovulation. Donc, nous passons de la phase de menstruation, la phase folliculaire et l'ovulation. L'ovulation, c'est quand un ovule est libéré. Et donc, on dit on ovule. Maintenant, si l'ovulation a eu lieu, le corps se dit, si j'ai donné l'ovule, probablement un spermatozoïde va venir, sera fécondé, on aura un œuf, donc je dois préparer bébé. Voilà le lit pour le bébé, la chambre pour le bébé. Et voilà comment va commencer la phase lutéale. Qui serait cette phase de préparation de l'utérus à accueillir une éventuelle grossesse. Et
dans cette phase-là, l'utérus a plusieurs couches. Donc, nous avons la couche interne. Et c'est cette couche interne appelée l'endomètre qui va se préparer à une nidation, à une implantation d'une éventuelle grossesse. Maintenant, au cours de cette phase, la partie interne de la couche de l'utérus là va essayer d'augmenter son épaisseur pour être prêt. Comment on se prépare pour accueillir quelqu'un? Un lit douillet, quoi. Voilà, bien douillet pour le bébé. Et maintenant, arrivé là, quand le bébé, il n'y a pas eu une fécondation, la grossesse n'est pas là, le corps le sait. Il se dit, ah, il n'y a rien. Bon, l'utérus dit, la préparation que j'ai faite, j'en fais quoi? Ça n'aura servi à rien. À rien. Mais je ne me décourage pas. D'accord. Je vais évacuer tout cela. Et mieux me préparer pour la prochaine fois. Et donc, en voulant évacuer, nous tombons dans une autre règle, les menstruations encore. Ok. Donc voilà pourquoi je dis, c'est vraiment un cycle. Ok. Mais franchement, Dieu aurait pu faire les choses de telle sorte que quand on a envie d'avoir un enfant, on lui demande, il nous donne un cycle qui aboutit et au lieu de nous faire subir ça chaque mois. Parce que, messieurs, dites-vous que nous passons plus de 25 ans, voire même 30 ans de notre vie à avoir les règles chaque mois. Genre, chaque mois, nous perdons du sang pendant plus de 25 ans de notre vie. Heureusement, Dieu a fait, comme tu l'avais dit au début, c'est autour de 60 ml à 80. Oui, mais l'inconfort et tout ce qui tourne autour, c'est pas facile. Je suis d'accord. Franchement, vous devriez mieux nous comprendre durant cette période-là. Oui. Alors, docteur, comme vous expliquiez tantôt la phase d'ovulation, voilà, il y a toute une sorte de manifestations qui prennent place dans le corps de la femme. Habituellement, on dit que c'est la période à laquelle la femme a un sex appeal très développé. Oui. Et est-ce que c'est cliniquement prouvé ou ce sont des croyances populaires? Non, c'est prouvé. En fait, comme on vient de le dire, ce sont les hormones qui régissent tout. Et quand on parle d'hormones, l'hormone va dans le corps. Ça n'agit pas seulement sur les ovaires, l'utérus et autres, non. Le psyché aussi est touché, les sensations, tout va avec. Donc, ce n'est pas seulement même l'ovulation qu'on a ce changement-là qui vient, non. Déjà, on parle souvent d'un syndrome prémenstruel, qu'on n'en parle pas assez. Avant les règles, quelques jours, tu vois que la personne est un peu irritable. De petits sauts d'humeur peuvent être là. Pas de souci sur le syndrome prémenstruel. Et quand on continue jusqu'à l'ovulation, voilà, c'est le contraire en fait. Qui se passe? Voilà, la joie, la gaieté, le libido qui est au summum. Et Dieu a bien fait les choses, c'est au moment de l'ovulation. Mais c'est pour nous piéger aussi. Heureusement, il faut maîtriser son cycle et savoir, voilà, quand ne pas céder à la tentation ou comment ne pas se retrouver avec un enfant sous les bras. Exactement. Donc, le désir est là et c'est exactement au moment de l'ovulation pour dire qu'à cette période-là, la fertilité aussi est à son summum dans ce cycle-là. Et avec ce changement d'envie, de tout cela qui va avec, voilà, ça... Oh, tu vas avec, la grossesse est là, le corps se dit, ah, voilà c'est pourquoi je vais me préparer pour l'utérus, voilà. Et après, quand il y a grossesse, il n'y aura plus de règles pendant quelques temps, et ça reprendra. Et puis ça reprend. Nota bene, chère sœur, la période de l'ovulation, si vous êtes tenté de contacter votre ex, ne le faites surtout pas. Vous n'avez aucune envie de reprendre contact avec lui. Ce ne sont que des hormones, ou bien docteur. Et ça finira par passer. Ça passe. Ne cédez pas à la tentation. D'accord? Je suis d'accord avec ce conseil. Et docteur, durant ces différentes phases que vous nous avez citées, durant quelle phase la femme est plus fertile? Oui, comme on vient de le dire, c'est autour de l'ovulation. D'accord. Puisque l'ovule, une fois libéré, ouvre une fenêtre de 24 heures. Sa durée de vie, c'est 24 heures. Par contre, les spermatozoïdes peuvent vivre 3 à 4 jours. Donc, ce qui fait que le jour où il y aura ovulation, on se dit moins 3 ou 4 jours avant l'ovulation, puisque le spermatozoïde, lui, peut vivre en attendant, il est là, il attend seulement, peu importe ce qui se passe, bon, il attend. Mais parfois, on se dit, il y a ces spermatozoïdes aussi qui sont, entre griffes, un peu bandits. Ils peuvent, au lieu de vivre 4 jours, se dire, bon, moi, je vais aller à 5. Ici, il est bien accueilli. Voilà, il va aller à 5, donc,
On se dit, ah, bon, pourquoi ne pas augmenter vers les 5 là, 25 jours. surtout si on ne veut pas être piégé, comme vous venez de le dire. Voilà, on augmente un peu avant l'ovulation. D'accord. Et après cela, quand il aura l'ovulation, on ajoute juste un jour. Ok. Après l'ovulation. Après l'ovulation, puisque l'ovule va vivre qu'un seul jour, 24 heures. Okay. Voilà. Donc, c'est la durée de vie des spermatozoïdes, en fait, qui fait que juste avant l'ovulation, on se dit, bon, écartons juste un peu de 4 à 5 jours là, pour ne pas être surpris. Donc, c'est à cette période-là que la fertilité de la femme est à son summum. Et pour dire maintenant, le problème, c'est comment connaître exactement la date de l'ovulation, le jour de l'ovulation. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment théorique. Théorique. C'est difficile. Mais comment est-ce que cela se manifeste réellement? Il y a certaines femmes qui vont se dire, ah, bon, je connais mon corps. Et quand ça veut sortir, quand l'ovule va être libéré, l'ovulation, ça arrive. Donc, je sais que c'est tel jour. Mais la majorité, bon, elles sont dedans, elles ne savent pas. Donc, voilà pourquoi, généralement, on voit le cycle. La moyenne, c'est 28 jours. Mais ça peut varier de 21 à 35 jours. Tout en sachant que la phase lutéale dont j'avais parlé, de l'ovulation jusqu'à la prochaine règle, cette phase est de 14 jours. Ça ne change pas. Quel que soit alpha. Ça ne change pas. C'est la phase folliculaire depuis les débuts du début des règles jusqu'à l'ovulation. C'est cette phase-là qui varie, que les jours changent. Donc, si je prends par exemple un cycle de 25 jours, par exemple, je dois enlever d'abord la phase lutéale de 14 jours dedans. Vous me dites 25 mais 14, il reste 11. Donc mon ovulation ne sera pas au 14e jour, comme l'aurait pensé le commun de mortel, mais plutôt au 11e jour. Et c'est là où tout se mélange. Voilà, tout se mélange. Tu te dis non, peut-être, bon, j'ai encore 4 jours. Alors que peut-être tu es en plein dedans. Donc, il va falloir connaître vraiment son cycle. Combien de jours? Parce que chaque femme a le droit d'avoir. Le 28 jours qu'on donne, c'est la moyenne. On dit que c'est la moyenne, la majorité tombe dans 28. Mais chacun doit savoir, pour moi, est-ce que ça fait 30? Est-ce que ça fait 25? Est-ce que ça fait 22? Est-ce que ça va 32? Surtout que chez la même femme, le cycle, la durée du cycle peut varier d'un mois à un autre. Oui. Voilà ce qui complique encore le calcul. Ça varie, mais souvent chez la même femme, ça ne varie pas de tout en fait. Voilà. Et si tu suis ton cycle sur 3 mois, 6 mois, tu peux arriver quand même à avoir une moyenne pour toi. Tu te dis, ok, pour moi c'est 26, 27. Ok, pour moi c'est 29, 30. Mais pas dit 22, 35. Bon, ça ne fait pas souvent. Si ça le fait, c'est que peut-être il y a quelque chose. La variation ne doit pas être trop grande en fait. Aujourd'hui, tu as 25, le mois prochain 35, après tu as 22. Bon, c'est pas trop, ça va vraiment piéger. Et quand on suit sur quelques mois, on se rend compte que ça ne varie pas de trop. Et c'est en fonction de cela qu'il faut faire ces calculs. Faut pas du tout se dire que c'est le 14e jour. Non. D'accord. On peut être facilement piégé. Voilà. D'accord. Vous disiez tantôt que les spermatozoïdes vivent jusqu'à 5 jours pour certains. Ouais. Mesdames, vous voyez que les hommes sont à la base de tous nos problèmes. C'est-à-dire que l'ovule que nous créons, ça ne dure que 24 heures. Mais ces sorciers-là sont capables d'attendre 5 jours pour nous mettre dans les problèmes. Voilà. On doit revoir ça en fait. On doit revoir ce côté. Alors, docteur, le sang issu du cycle menstruel est-il impur? Non, non. Pas du tout. Parce que certains, quand tu en règle, surtout les hommes, il ne faut pas trop m'approcher, je ne mange pas la nourriture d'une femme qui... Alors, c'est quoi ce sang que nous perdons? Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Le sang des règles n'est pas un sang sale. Nous devons ôter cela de nos têtes. Maintenant, je suis d'accord avec les gens les mystiques, spirituels, qui... Ok, ça, voilà, tu comprends un peu. Oui, mais voilà. Je parle de... Maintenant, scientifiquement, non. Parce que ce n'est pas un sang sale. On vient de l'expliquer. L'utérus s'est préparé. Il a augmenté la couche interne de l'utérus qui a augmenté son épaisseur pour accueillir une éventuelle grossesse. La grossesse n'est pas venue. Je me débarrasse d'abord. En attendant encore dans quelques jours pour me repréparer encore. Donc, en fait, ce sont
cette couche-là qui va se desquamer, qui va, entre griffes, mourir, les cellules-là, qui sera évacuée et que l'organisme va essayer de faire sortir. Donc, en fait, ce n'est pas un sang sale, puisque même il y a des femmes qui disent que « Ah, je n'ai pas mes règles, c'est pas bon. » Parce que le sang là doit forcément sortir. Donc ce n'est pas seulement les hommes à cause. Non, 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 ça c'est plus mystique, un peu bon. Voilà. Mais ce sont plutôt les femmes qui vont te dire, ah docteur, voilà comme tu as dit, vous me en maintenant. Tu lui dis, ah non, 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 ce n'est pas la. Parce qu'au cours de la grossesse, par exemple, on n'a plus ces règles. Voilà, parce est-ce pour autant que du sang se stocke dans l'organisme? Merci beaucoup. Au cours de l'allaitement, chez certaines femmes, puisque c'est une des méthodes naturelles, voilà, certaines femmes n'ont pas vite les règles, le retour des couches. Tant qu'elles allaitent. Correctement, voilà, certaines femmes, ça tarde avant le retour des couches. Donc, ce n'est pas un sang sale, un sang qu'il faut obligatoirement faire sortir, non. D'accord. Non, ce sont les règles. Comme on l'a dit, c'est vraiment régi par les hormones et c'est cyclique. Si ça va sortir, ça va sortir. D'accord. Et pour les faire sortir, on n'a pas besoin d'introduire un doigt ou deux doigts dans le vagin pour racler les résidus, enfin ce qui ne serait pas sorti. On le dit et on le dira toujours de ne pas faire des douches vaginales, de ne pas introduire sa main dans le vagin pour nettoyer le vagin. La chose se passe dans l'utérus. L'utérus va essayer, tant bien que mal, pour chasser ce qu'il veut faire sortir. Arrivé dans le vagin aussi se nettoie, s'auto-nettoie, il va essayer de faire sortir. Donc, pas la peine de vouloir aider. Vous mettez le doigt ou pas, ça va sortir, sortira. Et pas la peine de vouloir aider le vagin ou l'utérus. Pas la peine. D'accord. Et docteur, est-ce que l'alimentation peut modifier l'odeur du sang que nous perdons chaque mois? Parce qu'il y a certains qui disent quand tu manges de l'œuf, quand tu manges de l'arachide ou quand tu manges tel aliment, tu auras une odeur plus forte. Est-ce que c'est... Bon, en réalité, ce sont comment dire, des pensées populaires qui existent en fait. Ce n'est pas l'alimentation qui influe directement sur ces genres de changements en réalité. Le sang des règles est là. Maintenant, si tu vois que la manière dont toi-même tu percevais l'odeur, des choses changent, viens consulter pour voir. C'est exactement ce qu'on dit par rapport au leucorrhée, les pertes blanches, voilà. C'est exactement la même chose. Quand tu vois que la manière dont j'avais avant, maintenant c'est comme ça, c'est changé. Ça devient un peu anormal par rapport à moi. Viens consulter, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pour ne pas avoir cette croyance populaire et passer à côté de quelque chose. Voilà, il peut exister une petite infection qui fait que l'odeur se mélange avec les règles, ça fait que pour toi devient une odeur très forte. Tu vas te dire, bon, pas toi, j'ai mangé, non. Peut-être quand tu vois qu'il y a un changement que tu ne maîtrises pas. Avant, je n'avais pas ça, mais maintenant, c'est comme ça a changé. Au moins, viens à la consultation, la sage-femme ou le gynéco va voir, est-ce que, bon, c'est normal. Si c'est normal, on va te dire, non, c'est normal. Pas de souci. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que la consommation de sucre ou d'aliments sucrés durant la période avant les règles, donc je pense à la période folliculaire, ovulatoire et autres, donne des maux de bas-ventre? Voilà, quand tu as commencé la série, je m'attendais à ce mot. Oui, parce qu'on a trop souffert sur cette question. Oui, c'est vrai, moi aussi je l'entends beaucoup. Et je me dis, quand je mange les choses sucrées, trop de sucre, juste avant les règles, j'ai des douleurs pelviennes, j'ai le mot de bas-ventre. Mais quand je n'en mange pas, j'ai pas, moi je l'ai dit en constatation, attends, ne mange plus. Autant de pas manger. Si tu vois que c'est ainsi, ne mange pas. En fait, les douleurs pelviennes, les crampes qu'on a, les maux de bas-ventre qu'on a au cours des règles, en fait, il y a l'utérus, comme je l'avais dit, doit chasser le sang. La couche interne, il va essayer de chasser cela. Et donc, il doit y avoir de petites contractions, normalement, qu'on ne doit pas sentir, ou de petites, petites douleurs. De petites douleurs qui ne doivent pas être invalidantes. Mais, je ne dirais pas la majorité aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont jamais goûté, des filles, je veux dire, qui n'ont jamais goûté, je ne sais même pas ce que c'est. Alors que d'autres là, c'est le pain quotidien. Nous le sentons. Bon, pain quotidien, pain mensuel, si je peux le dire. Donc, du coup, quand
tu vois que l'utérus, au moment des règles, ces crampes-là deviennent trop. Alors là, tu peux consulter, on va t'aider. Puisque avec ces contractions, il y a la libération de ce qu'on appelle les prostaglandines. Et justement, c'est ça qui a permis qu'on utilise la plupart des médicaments qu'on a. Les jeunes filles maîtrisent ces médicaments de mal de bas-ventre là. Elles maîtrisent parfaitement. Hein, quand ça commence. Parce que c'est le rituel. Voilà, ça commence, elle achète. En fait, c'est parce que la libération de la prostaglandine qui entraîne parfois ces douleurs. Et parfois, ces douleurs sont excessives. Et dans ce cas, on peut aider. Il y a la... comment je vais dire? Oui, voilà, il y a les médicaments qu'on peut utiliser. Il y a aussi les homéopathes qui préconisent certains trucs, voilà, pour qui aident un peu. Bon, chaque femme nous dira ce qui lui réussit bien et autres. D'accord. Quelle est la durée normale du saignement du cycle menstruel? Ça varie en normal, on peut dire de 2 à 7, parfois 8 jours. Il y en a qui ont 2 jours de saignement. Oui. Elles sont bénies. En fait, le truc aussi, c'est qu'il faut noter, ce qu'on a remarqué, c'est que plus on avance dans l'âge, plus les jours aussi diminuent. Voilà, c'est pour qu'on se dise, bon, on va garder le 2 à 7. Voilà, 2 à 7 jours de menstruation. D'accord. Et y a-t-il des paramètres qui peuvent agir sur la durée de ces règles-là? Oui. Oui, il y en a beaucoup de facteurs. Nous avons les facteurs physiologiques, des facteurs psychologiques même, environnementaux. Prenons une personne qui a un stress chronique, par exemple. Déjà, ça peut faire que il peut attendre les règles, elle peut attendre les règles la semaine prochaine, mais ça peut venir tôt à cause du stress. Donc, c'est un facteur psychologique qui est le stress chronique. Ou soit les sportifs, les sports intenses, voilà, peuvent jouer sur la durée des règles en créant au niveau des hormones, par exemple, une hypoœstrogénie qui fera que la durée des règles peut varier. Au-delà de cela, on peut avoir aussi des maladies gynécologiques, les myomes, les fibromes, communément appelés les fibromes, les polypes qui se trouvent surtout au niveau de l'endomètre, là où la couche interne dont je parlais, voilà, ça se trouve là où le bébé va rester. Les fibromes, c'est surtout les fibromes qui sont en contact de la couche interne, les sous-muqueux, ils sont juste derrière la couche. Donc ça fait que les règles peuvent être plus, la durée peut s'allonger ou pas, et la quantité même, on parle de 70 ml, mais parfois ça peut être plus abondante que ça. Il y a même parfois des maladies de la coagulation hématologique qui peut faire que les règles vont durer plus que prévu. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer dans la durée des règles que les femmes ont. D'accord. Et le sang perdu durant le cycle menstruel, est-ce qu'il se coagule? Bien, la réponse, je dirais en partie oui, ça peut se coaguler. Ça peut pouvoir. Puisque normalement, le sang des règles, il y a une substance qui est sécrétée qui fait que ça ne doit pas se coaguler. Mais quand le flux devient abondant, voilà, tout le sang ne peut pas rester incoagulable. Donc, une partie peut se coaguler, mais avec 2 petits caillots, juste 2 petits. Ce n'est pas de gros caillots, non. Quand ça devient gros et que ça devient fréquent, là, il faut consulter. Il se peut que ce soit un petit problème qu'on peut régler. Voilà. Donc, oui, ça peut. Voilà. C'est vrai, on dit ça ne se coagule pas, mais ça peut. Dans certaines situations. Voilà, dans certaines situations, comme je viens de l'expliquer. Et avant d'aller à la pause publicitaire, pouvez-vous nous dire quels sont les symptômes d'un cycle menstruel? Comment est-ce que ça se manifeste chez les femmes? Je crois qu'on vient de parler de ce que les femmes et les jeunes filles connaissent le mieux. Les douleurs de bas-ventre, les douleurs pelviennes. Ça, la majorité des filles, des femmes expérimentent ça une fois au moins au cours de leur vie. Et à part cela, nous avons, comme je l'avais aussi dit, ces symptômes psychologiques et l'irritabilité autour qui est là, les sauts d'humeur. C'est comme tu n'es pas trop dans ton assiette ces temps-là. En fait, il y a aussi ces symptômes. Maintenant, avant les règles, je vais parler des syndromes prémenstruels par exemple. Donc,
Déjà, quand les femmes ont ça, se dit, ah, les règles vont venir. Genre, Par la exemple, fringale. voilà, les tensions mammaires et autres, là, bon, tu sens que, ah, ça ne va pas, c'est pas. Ah. Donc, ce sont ces symptômes-là qui te disent, ah, je suis en prémenstruel. L'acné, Oui, certaines femmes, oui, aussi. puisque, comme j'ai dit, ce sont les hormones. Les hormones vont agir sur tout le corps et donc certaines femmes auront les acnés là, qui sont, bon, parfois difficiles à traiter, hein, mais bon, quand même, les dermatologues arrivent à bout parfois. Ah bon, sur cette note, nous allons à la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. Le 37e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur Dagan Massan Mouondeo, vendeuse de notre traditionnel ablo depuis plus de 4 décennies. La rubrique santé de ce nouveau numéro vous dit tout sur l'assurance maladie universelle, ses modalités pratiques ainsi que ses avantages, et la rubrique bien-être de son côté vous propose 6 étapes pour créer l'équilibre parfait dans votre nouvelle intérieure. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. De retour sur le plateau et nous sommes toujours en compagnie du docteur Abalo, gynécologue obstétricien. Vous parliez tantôt des symptômes que les femmes, que les jeunes filles ont avant même les règles, je vais dire. Et vous avez dit que le symptôme le plus connu, c'est les crampes, ou qu'on dit le mal de bas-ventre. Mais dites-moi, à quel moment doit-on s'inquiéter? Parce que de plus en plus, on nous parle des syndromes polykystiques. Et c'est ça, polycystique. Ah, voilà. Et on nous parle il y a un autre, l'endométriose, voilà, l'utérus renversé, ou je sais, voilà. Merci. Donc, à quel moment est-ce qu'on doit se dire, ah, ça, ce ne sont plus de simples crampes, mais il faut que j'aille consulter? Déjà que les douleurs pelviennes au cours des règles vont devenir invalidantes. L'intensité sera très augmentée. Donc ça, tu te dis, ah non, je vais à l'hôpital. Tu as des douleurs pelviennes et tes médicaments habituels n'arrivent plus à le faire, à gérer ta douleur. Puisque quand ça va commencer, tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que ce sont des dysménorrhées, on va te prescrire. Donc toi-même tu te dis, ok, quand je prends ça se calme. Le mois prochain, je l'ai fait, donc quelque part, tu es un peu habitué. Maintenant, arrivé un moment, la douleur va devenir invalidante, insupportable. Là, il faut consulter. Maintenant, de façon, je peux dire normale, plus les règles tendent vers la fin, normalement, la douleur diminue. Maintenant, au lieu de diminuer, premier, deuxième, troisième, quatrième jour, au lieu que la douleur diminue, maintenant, vers le quatrième jour, la douleur, maintenant, s'accentue, devient encore plus forte. Là, il faut consulter parce que ce n'est plus ordinaire. Voilà, ce n'est plus normal. Quelque chose, voilà. Puisque de nos jours, comme vous l'avez dit, c'est l'endométriose même qui fait, je peux dire, fait peur. Puisque la femme, la jeune fille aura des douleurs atroces, mais si le personnel de santé n'est pas qualifié, on va le mettre sous le dos des dysménorrhées classiques, et la personne va souffrir des années et des années. Avant qu'on se dise, ah non, ce ne sont plus les douleurs des règles, les douleurs pelviennes au cours des menstruations, mais c'est une autre maladie qui est l'endométriose. Et donc, voilà pourquoi on le dit. Quand la douleur, et arrivé un moment, tu sens que l'intensité, ça augmente d'intensité. Au lieu de disparaître petit à petit, c'est maintenant que ça augmente en intensité. Il faut reconsulter. On ne doit pas s'habituer à cette douleur, se dire ok, bon, c'est toujours ça. Et que si ça change, les aspects changent, l'intensité change, les choses changent, on va se dire non, c'est toujours non.
il faut se faire consulter à un moment donné quand on voit que les choses deviennent un peu anormales et insupportables, ça invalidante. Consultons pour qu'on fasse la part des choses. Si c'est toujours tel dysménorrhée, on saura quoi faire. Parfois, les médicaments utilisés, arrivé un moment, je peux dire le corps s'habitue et ça ne répond plus. Il va falloir qu'on change. Et on va en changer jusqu'à ce que, voilà, on continue jusqu'à ce que la fille ou la femme là trouve gain de cause. Mais si c'est d'autres maladies aussi, surtout comme je viens de le dire, l'endométriose là, il va falloir qu'on y pense, de nos jours, je crois que les femmes ne doivent plus se laisser endormir, voilà, pour dire c'est un mot de bas ventre seul, mais il y a aussi cette maladie qui est l'endométriose, et voilà, un peu redoutable. Voilà. Mais docteur, je pense qu'il faut sensibiliser sur ce côté, parce que pour quelqu'un qui va à l'information, elle peut se dire « Ah oui, j'en ai entendu parler ou je suis tombée sur un article qui en parle. » Mais pour ceux qui n'ont pas l'information, c'est compliqué. Parce qu'avant, je me rappelle quand une femme demande la permission, par exemple, parce qu'elle ne peut pas venir au travail, elle a des... On ne comprend pas. Mais là, toutes les femmes ont ça. Pourquoi est-ce que toi, tu resterais à la maison pour ça? Alors que voilà, la douleur, l'intensité varie d'une personne à une autre. Merci. Donc, je pense qu'on doit vraiment sensibiliser les gens sur cette question. C'est pas parce que les gens ont des dysménorrhées, c'est comme ça que vous avez dit ça. Voilà, que l'intensité est pareille chez chaque femme. C'est exactement. Et donc, même à la maison, quand on fait bébé gâté, vous devez nous comprendre parce que c'est pas facile à supporter. Voilà, c'est vous qui vivez votre douleur. On ne pourrait jamais, parce que chaque femme supporte différemment sa douleur. Peut-être la douleur est au niveau 5, pour toi tu supportes, mais peut-être quelqu'un est déjà à 2. Elle peut plus supporter. Donc, et on ne doit pas infantiliser cette personne ou penser qu'elle fait des caprices. Voilà, donc je crois que la société doit aussi comprendre. Parce que, comme je le dis, arrivé un moment, la douleur, parfois la personne prépare son examen. La jeune fille prépare son examen de bac, par exemple. Et imaginons qu'elle-même calcule, elle se dit, ah, les règles vont venir au moment de l'examen. Mais elle sait que ma douleur là, je pourrais pas. Donc, déjà, elle peut se lever tôt pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et autres. Et si là, on se dit, non, tu as la petite douleur, tout le monde, ah, merci. Le jour-là, elle va rester roulée alors que les autres sont en train de composer. Donc, je crois qu'on doit comprendre, comme tu viens de le dire, on doit comprendre, la société doit comprendre que chaque femme va gérer différemment sa douleur. Et la douleur ne sera jamais la même pour toutes les femmes. Pour certaines, on se dit non, voilà, ça va, pour moi, je ne prends rien, ça peut passer. Mais d'autres filles, d'autres femmes en souffrent vraiment. Tu entends dire, ah, je ne peux même pas sortir. Même pas mettre les pieds par terre. Voilà, et il faut comprendre, ne pas se dire, bon, peut-être elle fait, voilà, elle ne veut pas aller travailler, elle ne veut pas venir à l'école. Non, mais plutôt, essayer de l'aider. Si ça ne va pas, ça devient invalidante, insupportable, amenez-la à l'hôpital, on peut mieux les aider. Merci, docteur. Et de quels moyens disposent les femmes pour se protéger durant leur cycle menstruel? Ah, heureusement, ça, de nos jours, les jeunes filles maîtrisent très bien les serviettes hygiéniques jetables et réutilisables, ça existe. Nous avons les tampons qu'on va introduire dans le vagin, qui va absorber le flux en même temps. Donc, à l'extérieur, tu ne vois rien, après tu sors, tu jettes. Nous avons aussi des coupes qu'on peut introduire, qui va recueillir, c'est comme, voilà, une coupe, là, une petite tasse, voilà, qui va recueillir le flux pour toi, et après, tu jettes. Et voilà, nous avons aussi des caleçons hygiéniques, là, que tu portes, mais c'est déjà garni de tout ce qu'il faut, qui va te permettre d'absorber le flux menstruel qui va sortir. Donc, en gros, voilà, si je peux les citer ainsi. D'accord. 2 questions. Est-ce que une jeune fille vierge peut utiliser des tampons? Non, maman, non. Non. Puisque l'hymen est là et introduit quand ça va devenir gros. Tu vas te vieillir. Donc, c'est mieux pour celles qui sont déjà en activité. En activité, c'est d'accord. Et ma seconde question, c'est votre avis par rapport aux couches réutilisables? Bien, pour les couches réutilisables, donc disons d'abord, même les couches les serviettes hygiéniques jetables, c'est avec notre décennie qu'on l'a vu. Nos mamans, nos grands-mères... c'était un morceau de paille. Merci. Donc, c'était toujours réutilisable en leur temps. Oui.
Maintenant, c'est avec l'évolution et voilà, on a maintenant presque tout est jetable. Même tout récemment, j'ai vu qu'il y a des slips jetables. Oui, oui, je me suis dit, une fois et puis voilà, c'est bon. Oui. Voilà, c'est plus la peine de laver et autres. Maintenant, quand on va parler des serviettes hygiéniques réutilisables, Oui. donc nous devons savoir qu'il faut une très grande dose d'hygiène pour pouvoir les utiliser. Et quelque part, certains te diront à long terme, c'est économique. Si tu es soucieuse de la protection de l'environnement, voilà, tu vas te dire, ok, réutilisable, c'est mieux. Puisque le jetable, tu vas jeter, et beaucoup ne sont pas biodégradables. Donc, on se dit, c'est encore plus de déchets qu'on fournit à la nature. Voilà, plus c'est réutilisable. Si tu es vraiment une adepte de l'environnement, voilà, c'est le réutilisable, mais c'est vraiment l'hygiène. Comment on prend soin pour éviter d'éventuelles infections? Voilà. Oui, déjà, peu importe la protection à utiliser, d'abord, il faut savoir qu'au cours des menstruations, il faut les changer après 4 à 6 heures d'utilisation. Docteur, c'est un budget, hein? Oui, bon, moi, en fait, ce que j'ai entendu plutôt dire, c'est, docteur, imaginons que tu es au boulot et tu es en réunion de 8 heures à 16 heures. Est-ce que tu es sûr que je vais me lever pour aller changer? Bon, je leur ai dit, attends, bon, essaie de faire ce que tu peux. Heureusement que tu n'auras pas la réunion chaque temps. Chaque jour. Oui, voilà, chaque jour aussi. Chaque menstru. Oui, c'est vrai que c'est... il y a le côté économique qu'on doit voir, surtout pour les serviettes jetables. Surtout que vers la fin, les saignements sont minimes. Voilà, on se dit, bon, autant passer la journée avec. Toute la journée, je pense que c'est pas du tout conseillé. Puisque déjà que c'est humide, ça va constituer un milieu de culture. Genre, c'est comme les microbes vont se dire, ah, ici, là, ça sent bon à vivre, hein. Voilà, ils vont proliférer rapidement. Un poule pâti. Bah, exactement. Et vont donner leur enfant. Ils vont t'attaquer. Donc, c'est pour qu'on se dit, ah, changer-les fréquemment. Même pour les coupes dont on disait. On se dit, ah, tu peux l'enlever. Si tu peux traiter donc, avec de l'eau chaude, et tu peux le réutiliser en même temps. Mais dans le cas contraire, tu utilises une nouvelle coupe menstruelle. Mais pour le tampon, tu prends, tu enlèves, tu jettes. Donc voilà un peu, même si c'est réutilisable, voilà, après tu mets quelque part comme nos mamans le faisaient avant, l'emballes dans le sachet. Après voilà, tu vas à la maison, tu laves, tu repasses, tu prends bien soin en fait. Quand l'hygiène est correcte, voilà pourquoi je dis quand c'est réutilisable, il faut une très grande dose d'hygiène. Ce n'est pas, bon voilà, pour éviter justement les infections à répétition, on traite, ça ne vient pas. Et alors que peut-être c'est cela qu'il faut juste gérer. D'accord. Et quels sont les effets du vieillissement sur l'appareil génital féminin? Bien. Quand on grandit, quand on vieillit, les choses aussi vieillissent. Les parties génitales aussi vont vieillir. Les hormones aussi vont commencer par se faire désirer. Et donc, ce qui va amener, après la ménopause, par exemple, quand on aura puisque les hormones ont grandement diminué, on aura par exemple la sécheresse vaginale, par exemple. Et à part cela, il y a une baisse du libido. Puisqu'on parle des hormones. Ce sont les hormones qui orchestrent tout ça, qui géraient tout ça dans la période puberté, mais avant ménopause. Quand tu rentres dans la ménopause, bon, les hormones ne sont plus là pour régler. Donc voilà, tout est en bas. Voilà, tout est en bas. Et les parties génitales même vont se froisser un peu. Voilà, ça il n'aura plus la tonicité. Voilà, dans le temps, tu sens que bon, tu as fait ton âge. Tu as fait Et là, il faut gérer autrement, c'est tout. Mais normalement, la ménopause devait être la période où on s'éclate le plus parce qu'il n'y a plus de contracter une grossesse. Et malheureusement, c'est justement cette période-là vous devez réfléchir à renverser les choses. À ce que Dieu a fait. Il faut qu'on enjoy Ouais, je comprends la logique très bien. Puisque au cours, quand on est en activité génitale, c'est justement on a peur de la grossesse. Et quand la ménopause finit, c'est vrai, on ne devait pas plus avoir peur de la grossesse. Il n'y en aura pas. Mais bizarrement, le libido, ça baisse. Avec la sécheresse vaginale,
Je crois que j'ai reçu une femme, tout dernièrement, elle me dit, ah, tonton pense que maintenant, je ne veux plus de lui. Non, mais j'ai dit, ah, c'est la ménopause. Il dit, ah, est-ce que lui va comprendre? Vraiment. Il va comprendre, et c'est vrai. Je crois que nous, les hommes aussi, nous devons accompagner nos femmes. Dans cette période, surtout à la ménopause, à part les bouffées de chaleur, ces sécheresses, voilà, tout est là, puisque les hormones jouent un grand rôle, surtout. Et donc, dans cette période, il va falloir comprendre aussi les femmes quand elles vont aborder ce sujet, surtout du baisse du libido. L'envie n'est pas comme, voilà, comme dans la jeunesse, quoi. Voilà, mais c'est maintenant que tu n'as plus peur de la, voilà, tu n'as plus peur de la grossesse, que vraiment, tu dois maintenant profiter. Mais voilà, tu ne peux pas profiter parce que l'envie n'est plus là. Mais je compte sur vous pour nous trouver quand même des alternatives. La science évolue, change quand même. Oui. Avant de vous laisser la parole pour votre mot de fin, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de tomber enceinte en ayant ses menstrues? Bien, en fait, posant la question ainsi, on va se renvoyer à ce que j'avais dit par rapport au cycle menstruel. Je vais dire qu'une phase, la durée 14 jours ne change pas. Maintenant, l'autre phase, qui est la première phase, la phase folliculaire, c'est lui qui change. D'accord. Donc, certains se disent, ah, ok, imaginons que je me trouve à la borne inférieure 21 jours. Ok, 21 moins 14, je suis à 7 jours. Imaginons que j'ai une règle de 6 jours, je vais me dire que le lendemain, bon, il n'y aura rien. Alors que si on suit la logique, là, je pourrais avoir l'ovulation, en fait. Donc, en fait, c'est le jour du cycle qui détermine tout. C'est vrai, on le dit qu'on ne peut pas tomber enceinte au cours des règles, normalement. Les menstrues. Mais tu fais. Et le spermatozoïde est là, il peut vivre 3-4 jours. Il attend. Tu ovules le 8e jour, par exemple, pour faire un cycle de 22 jours. Peut-être pour toi, c'est un cycle court de 28 jours, 22 jours. Bon, tu vas ovuler le 8e jour. Ok, tu as fait ton truc peut-être au 5e jour, tu étais en règle, ça finit, tu te dis, bon, ça c'est sûr, il n'y a rien. Alors que c'est... Le petit là, il est là, il attend. Il attend le rosé. Donc voilà pourquoi on arrive à faire sortir de cette phrase de la tête, car je ne peux pas tomber enceinte durant les menstruations. Parce que ça dépend du cycle. Tout peut arriver. La certitude qu'on avait avant, c'était se dire c'est 14 jours. En fait, c'est cela qu'il faut bannir de sa tête. Pour se dire, je dois me connaître, connaître mon cycle. Quelle est la durée de mon cycle? Mon flux menstruel là, c'est combien de jours? Et en fonction de ça, connaître, comme je viens de le dire, que c'est la phase ovulation, prochaine règle, qui ne va pas changer 14 jours. Mais la phase, les règles à l'ovulation, c'est cette phase-là qui va varier. Donc, en maîtrisant cela, je pourrais être sur mes gardes en se disant, ah, bon, le petit là, ils peuvent être dangereux. Même au moment des règles. D'accord. Alors, docteur, je vous laisse la parole pour un dernier mot, un dernier conseil que vous aurez à l'endroit de nos téléspectatrices. Merci beaucoup. Je crois que je vais dire merci à vous pour cette invitation, pour parler de cela. Parce qu'il le faut et que nos sœurs, nos mamans comprennent en fait le cycle menstruel. Et savoir que les menstruations est une réalité biologique, physiologique, et ce n'est ni un tabou, ce n'est pas un sang sale qu'il faut obligatoirement faire sortir. Et en comprenant cela, on peut mieux vivre avec. Et je crois que tu l'as assez martelé, je dois m'adresser aussi aux hommes, de comprendre aussi les femmes quand elles vont passer par les sauts d'humeur, l'irritabilité, un moment où peut-être l'homme, je ne sais pas, tu es fatigué un peu, alors qu'elle est en ovulation, elle te dit, non, bon, comprenons en fait, parce que c'est ça, ces variations qui arrivent à cause des hormones qui règlent tout. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation et tous les précieux enseignements que vous nous avez divulgués ce soir. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous arrivons donc à la fin de notre émission. C'est vrai, 24 jours, phase folliculaire, ovulation, ça peut être compliqué et embrouillé plus d'un. Si vous avez besoin de plus d'informations que celles que nous avons données tout au long de cette émission, veuillez consulter un professionnel de la santé qui se fera un plaisir de vous expliquer les choses telles qu'elles sont. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder ce soir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.